Salam alaikum. Donc, on a déjà vu que l'acide pyruvique il résulte de la glycolyse. La glycolyse qui est une étape qui est commune entre la fermentation et la respiration. Donc, quel est le devenir de cet acide pyruvique en milieu aérobique et en milieu anaérobique? Donc, on va commencer par le milieu aérobique, c'est-à-dire en présence d'oxygène. Que va devenir cet acide pyruvique? Aussi, on a vu que l'acide pyruvique il est utilisé par les mitochondries, c'est-à-dire les mitochondries, il y a pénétration, elle va pénétrer à l'intérieur de ces mitochondries, l'acide pyruvique, et elle va subir des oxydations, c'est-à-dire des dégradations, et l'ensemble de ces réactions que va subir cet acide pyruvique, on les appelle des oxydations respiratoires. Donc avant de connaître ces réactions, cette oxydation respiratoire, on doit savoir comment il est constitué la mitochondrie. Donc les mitochondries, ce sont des organites qui se trouvent à l'intérieur des cellules. Donc ce sont des organites très petits, bien sûr, ils sont microscopiques, ils ne sont pas microscopiques. On ne peut pas les voir avec le microscope optique, mais on doit les voir avec le microscope électronique. Donc on doit avoir un gros grossissement. Donc si on voit la mitochondrie avec le microscope électronique, c'est-à-dire on va voir l'ultrastructure de la mitochondrie. Alors la mitochondrie, normalement c'est un organite qui est clos, c'est-à-dire il est fermé. Mais si on fait une coupe transversale de ces mitochondries, on voit cette structure-là, c'est-à-dire la mitochondrie. Donc je vais refaire. La mitochondrie elle est entourée par une membrane externe et une membrane interne qui s'invagine à l'intérieur. Là. Donc, il y a la membrane externe, la membrane interne et l'espace qui se trouve entre les deux membranes, on l'appelle, c'est l'espace intermembranaire. Les invaginations, c'est-à-dire les prolongements de la membrane interne à l'intérieur de la mitochondrie, on les appelle des crêtes mitochondriales. Et l'intérieur de la mitochondrie, on l'appelle matrice. À l'intérieur de la matrice, il y a bien sûr des ribosomes et aussi il y a de l'ADN qu'on appelle de l'ADN mitochondrial. Donc, la mitochondrie elle est entourée par deux membranes. Donc, on doit savoir la différence entre les deux membranes, c'est-à-dire la composition de la membrane externe et de la membrane interne. Donc, si on va prendre, c'est-à-dire une partie, cette partie par exemple qui est encadrée, on va la faire grossir pour savoir de quoi est constituée la membrane externe et la membrane interne. Ça, c'est la membrane externe. Entre les deux, c'est l'espace, et ici, c'est la membrane interne, et bien sûr, ici, c'est la matrice. Donc, la composition. Ici, la composition de la membrane externe. Ici, c'est l'espace intermembranaire, et ça, c'est la membrane interne. Et bien sûr, ici, il y a ce qu'on appelle la matrice. Ici, c'est la membrane interne, la membrane externe. Ici, c'est l'espace intermembranaire. Donc, en voyant la composition, on voit qu'il y a une différence de composition. Donc, qui dit différence de composition, dit différence de structure, c'est-à-dire différence de composition, dit différence de rôle. C'est-à-dire que les deux membranes n'ont pas le même rôle. La membrane externe, on voit ici, c'est quoi ça? Ce sont des phospholipides. Ce sont des lipides. Là, il y a une composition de phospholipides. Et aussi, il y a des protéines globulaires qui sont intégrées à l'intérieur de la membrane. Donc, la membrane externe, elle est plus riche c'est-à-dire, si on veut dire, il y a présence de phospholipides et la présence de protéines. En comparant avec la membrane interne, on voit qu'il y a plus de protéines, c'est-à-dire il y a beaucoup de protéines que la membrane externe. Donc il est plus riche en protéines que la membrane externe. Donc la composition, si on veut dire, si on va en pourcentage, on trouve qu'ici il y a 40% de phospholipides, la membrane externe, et 60% de protéines.
alors que la membrane interne, elle est plus riche en protéines, qui peut atteindre jusqu'à 80% de protéines, et le reste, c'est-à-dire les phospholipides, qui est 20%. 20% de phospholipides. Donc les deux membranes n'ont pas la même structure, n'ont pas la même composition, donc il y a une différence de rôle. Aussi, la membrane interne, on trouve qu'il y a des protéines qui sont spécifiques. Ça, ce sont des protéines qui ne ressemblent pas à ces protéines-là, ça, ce sont des protéines globulaires, vous voyez. Et là, il y a des protéines spécifiques, il y a des sphères avec des pédoncules. On appelle ces protéines, on les appelle des sphères pédonculées, ou bien on les appelle aussi des ATP synthétases. Des ATP synthétases. ATP synthétase, ça se termine avec ASE. Donc ASE, c'est-à-dire c'est une enzyme, ce sont des enzymes. Bien sûr, on voit que la membrane interne, elle est plus riche en protéines, donc il a un rôle très important. C'est ce qu'on va voir, quel est le rôle de cette membrane interne. Aussi, il faut noter que toujours les sphères, ils sont retournés vers quoi? Vers la matrice. Toujours les sphères pédonculées, cette sphère-là est toujours vers la matrice. Donc, la composition elle est différente. Donc, on va voir maintenant, lorsque l'acide pyruvique va entrer à l'intérieur de la mitochondrie, c'est-à-dire il va entrer dans ce lieu-là, c'est-à-dire à l'intérieur de la matrice, où il va subir ce qu'on appelle les oxydations respiratoires. Donc, on va voir ces réactions de l'oxydation respiratoire, c'est-à-dire la dégradation de l'acide pyruvique. Aussi, ce qu'il faut noter, c'est que l'ultrastructure de la mitochondrie, c'est à retenir. C'est-à-dire, vous êtes censé savoir dessiner la mitochondrie avec, bien sûr, la légende, c'est-à-dire la membrane externe, la membrane interne, l'espace, la matrice, etc., les crêtes, etc. Vous êtes censé savoir dessiner les mitochondries et savoir aussi légender cet organisme. Yeah? D'accord? Donc on continue, c'est-à-dire qu'une fois que l'acide pyruvique entre à l'intérieur de la matrice, elle va subir, on a dit, la dégradation. Que se trouve dans la matrice? Il y a des enzymes. Il y a un complexe enzymatique, c'est-à-dire il y a deux enzymes qui vont agir. Il y a ce qu'on appelle la décarboxylase. C'est une enzyme qui se termine par ase. Alors, cette enzyme, décarboxylase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrache un atome de carbone, de l'acide pyruvique, bien sûr qu'on va voir, et avec deux atomes d'oxygène. Donc, lorsque la décarboxylase va agir, il y aura libération de quoi? Il y aura libération de CO2. Ça, c'est la première enzyme. Deuxième enzyme, c'est ce qu'on appelle la déshydrogénase. C'est aussi une enzyme. Voilà. Cette déshydrogénase, elle va arracher l'hydrogène, H2. Alors, l'hydrogène qui est arraché, elle va être reçue par un récepteur d'hydrogène. On va voir ces récepteurs, il y a deux types de récepteurs. On va commencer par le récepteur qui est la NAD+. Donc, la NAD+, je vais dire seulement NAD+, elle va recevoir l'hydrogène, donc elle va passer de l'état oxydé à l'état réduit, c'est-à-dire, par exemple, NAD+, elle va devenir NADH2 ou bien NADH+. La même chose. Voilà. Donc, ces deux enzymes constituent ce qu'on appelle un complexe enzymatique. Je vais le symboliser par CE, complexe enzymatique. Donc, on va commencer cette oxydation respiratoire qui se déroule à l'intérieur de la mitochondrie, c'est-à-dire à l'intérieur de la matrice. Donc, l'acide pyruvique. L'acide pyruvique, c'est quoi?
La formule de l'acide pyruvique, c'est CH3, CO, COH. C'est-à-dire, il est formé par 3 atomes de carbone. CH3, CO, COH. Donc, une fois qu'il entre à l'intérieur de la matrice, bien sûr, il y a l'action de ce complexe enzymatique. Donc, il va agir, complexe enzymatique, c'est-à-dire la décarboxylase. Il va arracher le CO2, donc il y aura libération de CO2. L'autre enzyme, qui est la déshydrogénase, elle va arracher l'hydrogène. Donc l'hydrogène, elle va être acceptée par la NAD+. Alors on continue. Ici, il y a l'action du complexe enzymatique. Donc, sous l'effet de la décarboxylase, il y a libération de CO2. Et sous l'effet de la déshydrogénase, il y a libération de NADH2. Donc, l'acide pyruvique, une fois que le CO2 et l'hydrogène ont été arrachés, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester CH3CO. C'est ce qu'on appelle l'acétyle. C'est l'acétyle. Donc l'acétyle, il a combien d'atomes de carbone? Il a deux atomes de carbone, c'est-à-dire C2. Cette acétyle, elle va être reçue, c'est-à-dire elle va être acceptée ou bien fixée sur une substance organique qu'on appelle la coenzyme A. C'est une substance qui se trouve dans la matrice, la coenzyme A. Donc il va se fixer à l'acétyle, CH3CO, fixé à coenzyme A. Ça, ce qui va former ce qu'on appelle l'acétyl coenzyme A. Donc, ça, c'est la première étape. C'est la première étape de l'oxydation respiratoire. C'est-à-dire cette coenzyme, la coenzyme A, elle va libérer, c'est-à-dire l'acétyl, à un acide qu'on appelle l'acide oxaloacétique, qui est formé par 4 atomes de carbone. Donc il y a une action de l'acétyl, c'est-à-dire ces deux atomes de carbone, avec l'acide oxaloacétique, 4 atomes de carbone, il y aura formation d'un acide qu'on appelle l'acide citrique avec 6 atomes de carbone. Une fois il y a formation de l'acide citrique, elle va subir le complexe enzymatique, c'est-à-dire il y aura action des 2 enzymes. Donc il y aura arrachement du carbone avec 2 atomes d'hydrogène, c'est-à-dire libération de CO2, c'est-à-dire sous l'effet du complexe enzymatique. Aussi, il y aura l'action de la déshydrogénase, elle va arracher l'hydrogène. L'hydrogène va être accepté par la NAD+, qui va passer de l'état oxydé à l'état réduit, c'est-à-dire elle va devenir NADH2. Donc, s'il y a arrachement d'un atome de carbone, combien il va rester d'atomes de carbone? 5 atomes de carbone. 5 atomes de carbone. C'est-à-dire c'est un autre acide, ce sont des acides qu'on appelle les acides du cycle de Krebs, on va voir. Cet acide, c'est-à-dire C5, elle va aussi subir une autre fois l'action du complexe enzymatique, c'est-à-dire des 2 enzymes. Donc la décarboxylase, l'action c'est-à-dire il y aura libération de CO2. L'action de la déshydrogénase, l'hydrogène arraché va être reçu par la NAD+, qui va devenir NADH2. Donc, une fois arraché un autre carbone, il va rester 4 atomes de carbone qui va renouveler l'acide, c'est-à-dire le premier acide qu'on appelle l'acide oxaloacétique, qui est formé par 4 atomes de carbone. Mais ici, le nombre de carbone est, c'est-à-dire on est arrivé à 4 atomes de carbone, mais il y aura toujours action de la deuxième enzyme, c'est-à-dire la déshydrogénase, seulement la déshydrogénase. Donc la déshydrogénase, elle va arracher l'hydrogène qui va être accepté par NAD+, qui va devenir NADH2. Une autre fois, l'action de la déshydrogénase, remarquez ici, ce n'est pas l'action du complexe enzymatique, mais l'action seulement de la déshydrogénase, c'est-à-dire de l'enzyme qui arrache
seulement l'hydrogène. Aussi, l'action de la déshydrogénase qui va arracher l'hydrogène, cette fois-ci, il va être accepté par un autre récepteur qu'on appelle cette fois-ci la FAD. La FAD. Donc, on a deux types de récepteurs, NAN+, et la FAD. Qui va recevoir l'hydrogène, elle va devenir FADH2. Et la dernière réaction, c'est qu'il y aura